J'ai toujours été très proche du management de Ledger. Ils m'ont proposé en 2017 de rejoindre le groupe. Et quelques mois après, ils m'ont proposé de reprendre CoinHouse et d'en faire une société indépendante. Ça, c'est l'une des premières régulations européennes et c'était hyper dur à avoir. Et nous, on l'a eu en 2 mois. 2 mois, littéralement. Il y a plein de projets même qui sont supposés être des tokens associés à de l'IA, par exemple, ou à des usages où il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quels sont les éléments différenciants, caractéristiques de CoinHouse par rapport aux autres plateformes qui existent sur le marché? L'éducation, la pédagogie, l'accompagnement. Ça, c'est des valeurs très fortes de la boîte. Nous, on est présent en France, on a nos salariés en France, on paye nos impôts en France. Si on allait dans un autre pays européen, je pense que ça passerait pas forcément très bien. Le gros avantage chez nous, c'est que si tu prends un compte investisseur, les taux de rendement qu'on te donne sont fixes, garantis. Si on te dit 2,5, c'est 2,5 que tu vas toucher. C'est là vraiment où tu vois la différence entre un acteur français qui est là depuis 10 ans, qui est plutôt haut de gamme et qui connaît ses clients, et des acteurs internationaux qui traitent aussi bien des Vietnamiens que des Américains, et puis un bout de français de temps en temps, sans avoir de service client ni de compréhension même de nos particularités. Maintenant, les créanciers américains, ça peut être toi et moi. Bonjour, salut Nicolas, je suis ravi de te rencontrer aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Entretien Cash où on va pouvoir parler avec toi de crypto et de CoinHouse. Salut Adrien, merci de me recevoir, super content. Ouais, et moi je suis content, ça fait un deuxième épisode où on va pouvoir parler crypto. Donc peut-être pour te redonner un peu le principe, nous on va te poser des questions sur la crypto-monnaie, mais aussi beaucoup sur CoinHouse, la plateforme que tu diriges. Et l'idée, c'est que voilà, à la fin, après toutes ces questions-là, les personnes qui nous écoutent puissent se dire, OK, est-ce qu'il y a des investissements crypto qui me conviennent et quelque chose qui fait sens avec ma stratégie patrimoniale et je me lance. Et en plus, avec les services de CoinHouse, si ça correspond bien à leur profil, à leurs attentes. Super, c'est génial. J'espère que je vais convaincre tout le monde. Alors, pour commencer, sachant que voilà, il y a quand même une origine, je pense, assez particulière pour CoinHouse, qui est vraiment un des acteurs principaux sur le marché crypto français. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où vient CoinHouse? De Ledger. En fait, on a été créé en 2014, en même temps que Ledger. Et c'était la partie qui s'appelait la maison du Bitcoin, pour ceux qui se souviennent et ont pu venir dans des bureaux qui étaient situés à Paris, rue du Caire, où n'importe qui pouvait rencontrer les équipes, parler de crypto, participer à des meet-up, participer à des formations gratuites pour comprendre ce qu'était la blockchain, le Bitcoin, Ethereum, etc. Et puis aussi acheter un ledger, le configurer et accessoirement acheter de la crypto et principalement du Bitcoin, puisqu'il était assez difficile en 2014, 2015, 2016 d'acheter de la crypto. Ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était franchement pas simple. Et en plus, il y avait les questions de comment je le conserve, cette crypto. Et puis l'idée de Ledger, c'était bien sûr de proposer un wallet, mais il faut aussi un peu de manipulation, comprendre comment ça fonctionne. Donc il y avait cette pédagogie qui était apportée. Et ça, c'est l'origine de CoinHouse. Et on a gardé cet ADN très proche de Ledger, bien sûr. On a Eric Larchevêque, qui est le fondateur de Ledger, mais qui est aussi du coup le cofondateur de CoinHouse et qui est actionnaire, membre du conseil d'administration. Il travaille avec nous. Mais on a également toute la philosophie de départ autour de l'éducation, la pédagogie, l'accompagnement. Ça, c'est des valeurs très fortes de la boîte qu'on a su maintenir. Donc, on était au sein du même groupe. Et puis, en 2017, moi, je suis arrivé, j'ai eu un parcours financier. Je travaillais 15 ans dans les fonds de capital risque et les fonds d'investissement. Donc, j'ai financé énormément de startups en France, mais aussi à l'étranger. J'ai mis de l'argent à titre perso dans Ledger. J'ai toujours été très proche du management de Ledger. Ils m'ont proposé en 2017 de rejoindre le groupe. Et quelques mois après, ils m'ont proposé de reprendre CoinHouse et d'en faire une société indépendante. Ce qu'on a fait il y a quasiment 8 ans de cela. C'était en fin 2017. Nous avons fait la spin-off. Donc, on a séparé CoinHouse de Ledger. Et depuis, on est indépendant. Et on a levé de l'argent. On a développé toute la technologie de façon indépendante, toute la base client. Et on a gardé cet ADN autour de la pédagogie, de l'accompagnement des gens, du sérieux, de l'historique aussi. Ça fait quand même maintenant plus de 10 ans qu'on est présent sur le marché. Mais on a aussi développé une approche
qui est complètement moderne, qui suit les tendances, qui propose beaucoup plus de crypto que juste que le Bitcoin, et qui propose tout un tas de services supplémentaires. Voilà. Ok, non, super intéressant. En plus, c'est vrai que on entend souvent parler de la maison du Bitcoin comme effectivement un des éléments un petit peu fondateurs voilà, du fait qu'on commence à parler Bitcoin en France, que les gens se soient un petit peu acculturés, on va dire, sur ce thème. Et donc, ok, donc Coin House, très lié à l'histoire. J'étais pas forcément là à ces moments-là, mais en 2015, Vitalik Buterin est venu à Paris et il a fait le fondateur d'Ethereum. Mais il y a énormément de grandes personnalités de la crypto qui, de 2014 jusqu'à 2015-2016, même en 2017, sont venus dans nos bureaux pour participer à des meet-up, rencontrer n'importe qui au final. Donc c'est assez marrant. Plus récemment, on a vu des gens de Polkadot avant qu'on arrête en fait ces bureaux physiques. Ça c'était en 2020, c'était au moment du Covid en fait, ça a mis un peu l'arrêt en fait. Comme ça a coupé plein de choses. Ça a coupé pas mal de choses et puis aussi c'était la fin d'un modèle aussi. C'est un bureau physique, c'est très intéressant, mais il faudrait en avoir énormément à la rigueur pour pouvoir adresser tout le marché. Nous on vise la France, voire même les dom-tom. On a des clients en outre-mer. On va pas avoir des bureaux partout non plus. Et puis c'est pas forcément aujourd'hui l'approche la plus moderne que de créer des bureaux physiques surtout si on parle de crypto et de dématérialisation, digitalisation. Voilà, exactement. Et de sécurité aussi. Et alors, donc là, on a Coin House, donc acteur vraiment historique sur le marché crypto français. Après, voilà, les cryptos, c'est mondial et il y a plein de plateformes qui existent. Évidemment, le leader Binance, mais on a Bitpanda, Bitvavo en Europe, Coinbase, Crypto.com. Bref, il y a quand même tout un type d'acteurs avec des services différents, des niveaux de frais différents. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quels sont les éléments différenciants, caractéristiques de Coin House par rapport aux autres plateformes qui existent sur le marché? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de plateformes qui sont créées bien avant nous. Avant même la maison du Bitcoin, tu avais déjà Kraken qui existait, Bitfinex, Bitrex. Certaines plateformes n'existent plus. Donc, déjà, je pense qu'il y a parmi les plateformes que tu as citées, certaines qui sont plutôt en régression. Je pense à Binance aujourd'hui qui perd des parts de marché parce que ils ont des difficultés en matière de régulation dans certains types de pays et parce qu'il y a de la concurrence en fait qui arrive aujourd'hui. C'est pas forcément la plateforme aujourd'hui qui sert le mieux ses clients. Donc, oui, il y a des concurrents. Je dirais que le marché aujourd'hui, pour les investisseurs existants en crypto, ceux qui sont présents depuis plusieurs années, est plutôt bien réparti. Il y a des gens qui sont naturellement chez Binance depuis un moment, ou peut-être chez Kraken, ou des plateformes même beaucoup plus exotiques, parce qu'ils ont trouvé leur compte, ils ont mis leurs fonds, ils savent gérer leurs opérations, ils n'ont pas besoin de beaucoup de conseils, ils sont très familiers avec la sécurité, et même eux, de temps en temps, ils ont des difficultés. Ils ont des problèmes, tu lis dans les forums. Moi, j'invite tout à chacun à aller regarder les Trustpilot, les forums, voir ce que les gens qui sont réellement les clients de ces entreprises disent et vivent. Quand vous regardez les notes, la plupart, elles sont inférieures à 2 sur 5. Et les notes sont catastrophiques de façon globale. Donc, bien sûr, il y a toujours des gens incroyablement intelligents, extrêmement geeks, qui ont déjà créé un avion tout seul à 14 ans, démonté 3 ordinateurs et recréé ces ordinateurs par eux-mêmes à 17, et puis créer des Tesla à 22. Ok, c'est super. Mais ça représente 0,1% des gens. La plupart des gens, la plupart des investisseurs, des particuliers, des entreprises même, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas cette connaissance, et c'est pas ce qu'on leur demande. S'il fallait être un expert, avoir un DEA en finance ou je ne sais quel diplôme d'une très grande école pour pouvoir avoir un compte bancaire, on s'en sortirait pas. Donc l'objectif, c'est que les gens accèdent à des services simples et en confiance. Et là, quand tu regardes les plateformes, pour les gens qui veulent investir aujourd'hui, il n'y en a pas tant que ça. Je suis pas certain que ces plateformes existantes, qui servent très bien les clients aujourd'hui,
qui sont déjà présents dans ce marché et qui sont le gros des clients parce que il y a quelques pourcents des Français qui possèdent des cryptos, quelques pourcents des Européens qui possèdent des cryptos. Les chiffres sont entre 5 et 10%. Le 10 est très exagéré, je pense. Mais au final, ce marché, il est déjà occupé. Ces gens-là, ils étaient déjà dans les cryptos il y a 5 ans. Donc, tous ceux qui veulent venir à la crypto aujourd'hui, ils connaissent pas nécessairement ces plateformes. Pour pas mal de gens, d'ailleurs, il y a un sondage qui a été fait par l'ADAN, l'association européenne, française, mais maintenant qui se développe en Europe pour toutes les plateformes, toutes les entreprises de la crypto, qui interrogeait au hasard des gens, une centaine de personnes, non, c'était plus d'un millier de personnes, c'était Ipsos qui a fait le sondage, en leur posant la question, citez-moi une plateforme crypto. À 90 ou 95%, des gens ne savent pas donner le nom d'une plateforme. Donc, en fait, l'avenir, il n'est pas nécessairement chez ces gens-là. Il est plutôt dans ceux qui, aujourd'hui, sont capables de répondre aux besoins de ces clients. Qu'ont besoin les gens qui veulent investir dans la crypto aujourd'hui? D'un acteur de proximité. Si ton service client, il est en Chine, ou je ne sais où, ou qui répond jamais, qui n'existe pas d'ailleurs, parce que certaines plateformes n'ont même pas de numéro de téléphone, c'est pas forcément très très utile. D'une plateforme quand même qui est capable d'assurer un certain degré de confiance par rapport notamment à la sécurité de tes fonds. Ça va souvent avec la régulation. Si t'es pas régulé, bah forcément, tu as des difficultés. Aujourd'hui, un client d'une plateforme qui est régulée en France, il peut aller voir l'AMF, le médiateur de l'AMF, se plaindre. Il peut aller sur Signal Conso et envoyer un message en disant « Je ne suis pas d'accord, etc. Je vais faire appel à la DGCCRF. » Je peux t'assurer qu'on les reçoit, ces messages. Et quand un client n'est pas content, le médiateur de l'AMF nous écrit. Heureusement, on en a très peu qui nous écrivent. Mais ça, c'est une vraie défense. Ça, c'est une vraie sécurité. On est en train de parler d'argent, d'investissement. Tu ne mets pas ton argent dans n'importe quoi. T'achètes pas un immeuble dans une ville que tu connais pas, sur une plateforme que tu connais pas, sans avoir fait aucune étude sur le marché. Alors certes, certains le font, bon, ok. Comme dit la musique, hein, ils ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ok, chacun fait ce qu'il veut, mais la plupart des gens ont besoin de sécurité. Et je pense que c'est ce genre de solution qu'on va être, nous, capables d'apporter. Alors bien sûr, les frais sont parfois un petit peu supérieurs. Et encore, c'est pas le cas. Aujourd'hui, CoinHouse a énormément baissé ses frais. À l'époque de la maison du Bitcoin, on prenait 10% de frais. Il n'y avait pas de concurrence et quelque part, c'était hyper difficile d'acheter de la crypto. Donc, quelque part, tu t'adaptes au prix. Les premiers téléviseurs 4K ou les premières voitures électriques, tu les as payés cher. C'est logique. Y a la loi du développement des innovations, elle est toujours comme ça. Aujourd'hui, bien évidemment, on a des tarifs qui sont à 0%. Pour tous ceux qui prennent un abonnement, on fait payer 0% jusqu'à soit 3 000, soit 8 000 euros par mois. Le plus petit des abonnements, c'est un abonnement que tu payes 9 euros par mois, donc une centaine d'euros par an, qui te donne accès à 3 000 euros de frais par mois, ce qui est déjà beaucoup, hein. Donc ça fait presque 36 000 euros par an, à 0% de frais à l'achat et au swap, quand tu échanges tes cryptos contre d'autres cryptos. Tu as un boost du staking. Si tu veux staker tes cryptos, tu as un rendement supplémentaire et tu as accès à du contenu et de la pédagogie live toutes les semaines. Tu as accès à un replay et à un live le vendredi qui te permet d'avoir une étude sur ce qui se passe sur le marché, une analyse des recommandations sur les cryptos et tu as des contenus chauds. Tout ça pour 9 euros par mois. Et en plus, tu payes pas de frais. 0%, c'est du vrai 0%. Donc c'est top. Je veux dire, c'est mieux que la plupart des autres plateformes. Et ensuite, nos frais, aujourd'hui, en carte bancaire, on est à 1,49 ou 1,79. Vous m'excuserez, j'ai un petit doute. Coinbase est à 3,49. Binance, c'est à 2 ou 3%. Coinbase, c'est ultra cher. C'est ultra cher. Ils ont toujours eu ce positionnement. Ils n'apportent pas le même niveau de sécurité. Donc aujourd'hui, nous, on est plutôt, je trouve, dans la fourchette basse des tarifs, avec une proposition de services plutôt haut de gamme. Donc normalement, on matche bien avec des gens qui s'intéressent à la crypto, veulent investir pour la première fois, n'ont pas forcément beaucoup de temps, et même pour des gens qui sont déjà bien investisseurs, avoir l'assurance de pouvoir avoir tes cryptos qui sont gardés dans un endroit en toute sécurité, on prend aucun frais
sur la conservation des cryptos, alors que ça nous coûte très cher. Et on est complètement garant de la valeur. Donc, on est responsable et on ne te fait pas payer pour ça. Donc, quelque part, c'est une assurance supplémentaire. Il y a pas mal de gens qui, jusqu'à encore maintenant, ont des difficultés à faire du cash-out en crypto. Je possède des cryptos, je les ai achetés sur tel ou type de plateforme, je dois revenir en euros, ma banque me bloque. Typiquement, chez CoinHouse, ça n'arrive pas. On a des taux d'acceptation de paiement par carte bancaire qui sont à plus de 90%. On a des taux d'acceptation de virement entrant et sortant à 99,999%. Et notre banque, c'est la Société Générale. Alors que, d'ailleurs, tu évoquais un peu les mauvaises notes sur les plateformes du type Trustpilot, et souvent, on entend des gens qui se plaignent justement en disant « j'arrive pas à retirer mes fonds, Exactement. Je suis bloqué. » Ok. Donc, tu as un prix de ta sécurité qui est minime pour une vraie sécurité, qui est tangible. En plus, créer un compte, c'est gratuit. Donc, tu essayes. Si éventuellement, tu n'es pas content, il y a d'autres plateformes. Tu peux toujours partir. Ok. T'évoquais le point important de la régulation. Et en plus, c'est vrai que celle-ci continue à évoluer côté crypto en France et, comme tu disais, en Europe. Donc là, on a MiCA qui rajoute des contraintes supplémentaires. Est-ce que tu pourrais nous dire, justement, par rapport à cette réglementation MiCA, où en est CoinHouse voilà, de ce point de vue-là? On a déposé un dossier tout début de l'été. Et on devrait normalement pouvoir obtenir cette régulation dans le courant du dernier trimestre, là, 2025. Ça prend un petit peu de temps, l'instruction, forcément des questions, des échanges. C'est une régulation qui est compliquée à obtenir, et le régulateur français est sans doute celui au niveau européen qui est le plus pointu, le plus exigeant, le plus strict dans sa lecture de... Parce que votre demande, elle est auprès de l'AMF, c'est ça comparé, parce qu'on a vu d'autres, enfin moi j'ai vu d'autres plateformes, on va dire en Europe, où certaines évidemment elles ont eu l'agrément, mais ça commence plutôt par Malte ou Chypre, qui sont, on va dire, connus pour que ce soit des régulations peut-être un peu plus simples, quoi. Oui, quoique c'est au niveau européen, et dès lors que les plateformes ont une certaine taille, elles doivent être doublement régulées. C'était l'idée aussi derrière MiCA, pour éviter ce genre de phénomène. C'est-à-dire que tu vas pas voir un pays qui fait du clientélisme et qui va t'offrir une licence quelque part, entre guillemets. Non, tu seras aussi régulé par une entité européenne, par l'ESMA, qui va avoir un regard sur toi. Alors, est-ce que ce regard, il est vraiment en double régulation? Est-ce qu'il est vraiment aussi strict que ce qu'on avait imaginé dans les discussions quand on a participé à la négociation autour de MiCA? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un enjeu. On aurait pu aller se réguler ailleurs. Théoriquement, tu peux choisir un pays européen et y aller. Je pense que là où c'est un petit peu particulier, c'est autant certaines plateformes, elles n'ont pas de bureau en Europe. La plupart du temps, elles emploient quasiment personne. Les gens qui les emploient sont en réalité des freelanceurs. Il n'y a pas d'éléments matériels tangibles de leur activité en Europe. Nous, on est présent en France, on a nos salariés en France, on paye nos impôts en France. Si on allait dans un autre pays européen, je pense que ça passerait pas forcément très bien. Et puis, on est aussi l'acteur historique. On a été le premier enregistré. Donc, on a toujours été très fort en matière de régulation. Le premier enregistré en tant que PSAN, c'est PSAN. ça? Mais PSAN, je veux dire, c'est l'ancêtre de MiCA, et c'est l'une des premières régulations européennes, et c'était hyper dur à avoir. Et nous, on l'a eu en 2 mois. 2 mois, littéralement. Le suivant, il l'a eu en 9 mois. Donc aujourd'hui, MiCA est plus compliqué pour nous parce qu'on a énormément de services et qu'on demande MiCA pour une très longue série de services. Alors que certaines entreprises ont eu MiCA pour seulement 1 ou 2 services. Ok. Très bien. Non, mais effectivement, vous étiez parmi les premiers acteurs à avoir le PSAN. Donc, je pense qu'effectivement, on va suivre l'obtention de MiCA, mais il n'y a pas trop de doute. Honnêtement, c'est dur. C'est pas évident. Le régulateur est difficile. Ok.
Peut-être un autre sujet, quand on parlait un peu des autres plateformes, je trouve qu'il y a aussi un point qui est assez différenciant entre CoinHouse et les autres. Et moi, je fais un peu une course à l'échalote. Alors, surtout qu'en plus, je vais mettre à jour régulièrement mon comparatif. Il y a souvent des plateformes qui me disent mais nous, on a plus de 400 crypto-monnaies disponibles sur notre plateforme. D'autres, moi, j'en ai plus de 500, plus de 600. Bon, voilà, il y a cette sorte d'argument marketing du nombre de cryptos. Moi, si je ne me trompe pas, côté CoinHouse, vous avez plutôt un nombre restreint de cryptos. Est-ce que tu peux m'expliquer, déjà nous dire combien de cryptos sont disponibles sur la plateforme et surtout quel est le mécanisme de sélection, pourquoi il existe et finalement comment vous choisissez les crypto-monnaies et quelques crypto-monnaies qui sont disponibles sur CoinHouse. Alors, les quelques, il y en a environ 70. Ok. Donc c'est quand même déjà pas négligeable. Largement de quoi faire sur le paysage crypto. Ce qui est déjà beaucoup. Il y a plein de gens qui savent même pas définir ce que c'est que tel ou tel crypto. Quoi. Pas te prendre au mot, mais même toi, certains projets qui sont assez connus, voire même très connus comme Chainlink par exemple, est-ce que tu sais exactement ce que fait Chainlink, quelle est sa proposition de valeur? Pas si simple. Et à côté de ça, tu as des projets beaucoup plus de type Memcoin qui c'est difficile d'aller définir réellement leur proposition de valeur. Nous, on part du principe, alors comment on sélectionne les projets? On a une équipe dédiée à ça. Donc, elle analyse les marchés. Pour pouvoir trouver un projet, il y a deux choses qui sont essentielles pour nous. Nous ne sommes pas une plateforme d'échange. C'est-à-dire qu'on n'opère pas une bourse comme le Nasdaq ou Euronext. Donc, on ne fait pas du listing de coin. Tu peux pas venir me voir en disant tiens, j'ai créé un coin, j'aimerais le lister auprès de toi pour que tu puisses le vendre à tes clients. Je veux dire, en fait, je ne peux pas le faire. J'ai pas de carnet d'ordre, j'ai pas de place de marché pour pouvoir le faire. Moi, je me source auprès d'une place de marché. Et donc, il faut qu'il soit disponible auprès de la place de marché auquel je me source. Alors, bien évidemment, le sourcing, il se fait technologiquement. C'est-à-dire, on fonctionne en API, etc. Et donc, ça veut dire que on peut pas intégrer une place de marché comme ça du jour au lendemain. On a un nombre de places de marché et de fournisseurs de liquidités qui est limité. Donc déjà, il faut que ta crypto elle soit disponible là où on est capable de l'obtenir. Et en réalité, sur les places de marché sur lesquelles on se source, qui sont des acteurs qui sont régulés et qui fournissent les bons services compatibles MiCA de qualité, il y a encore moins de propositions de valeur. Par exemple, notre principale source de liquidité ne propose que 25 cryptos, alors qu'on en propose que 70. Donc déjà, il y a un petit delta. Et quand tu commences à gratter, tu t'aperçois que les acteurs les plus compatibles avec la réglementation et les plus sérieux proposent bien moins que 70. Ils sont plutôt vers la trentaine, quarantaine. Donc ce qui tend à dire qu'en réalité, il y a plein de gens qui considèrent que le marché n'est pas si profond que ça, d'un point de vue intérêt. Ensuite, il y a l'autre critère, il faut que notre équipe se dise, est-ce que cette crypto a un intérêt? Est-ce qu'on est capable de la noter et de se dire, elle peut représenter quelque chose? Donc, on essaye de comprendre quels sont ses fondamentaux, sa token economics, quelle est sa capitalisation, quels sont les valeurs, les mouvements de marché. Certaines cryptos ont très peu de liquidité. Donc, ça veut dire qu'il est très difficile de l'offrir parce que tu peux avoir des gros mouvements de marché. C'est pas forcément évident. Des slippages, tu peux un spread très important à l'achat ou à la vente parce que tu passes un ordre et tu fais complètement dériver le carnet d'ordre. Donc, quand tu ajoutes ces critères bout à bout, plus la liquidité, tu tombes sur un nombre de cryptos qui est beaucoup plus limité. En réalité, une centaine. On en propose 70. Voilà. Toute la long tail, moi, je suis d'avis de dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas intéressant et ça me semble, sur le long terme, être un leurre total de penser que ces cryptos vont se développer. Je suis plutôt en train de penser que le marché va se restreindre et va se modifier. On va voir venir sur des plateformes des actifs différents, mais dont les sous-jacents sont soit des produits financiers traditionnels, soit des actifs réels. Ça peut être de l'immobilier, des
des actions, si c'est un produit financier traditionnel, ce qu'on appelle la grande thématique des RWA ou de la tokenisation, plutôt que d'avoir de la création monétaire où des gens se disent, voire des algorithmes se disent, tiens, j'ai créé un nouveau token comme ça, pour essayer de faire de l'argent. Mais en fait, il n'y a aucun sous-jacent. Là, on rentre dans ce qu'on appelle du gambling, où des gens se disent, je crois que ça, c'est bien, ou je vais créer ça en espérant que ça vaudra beaucoup d'argent, et c'est surtout à moi que ça va servir. Parce que je vais l'avoir créé, donc je vais avoir le maximum de tokens, et je vais m'enrichir sur le dos des autres. Mais il y a zéro fondamentaux. Les gens n'ont aucun projet. Il y a plein de projets même qui sont supposés être des tokens associés à de l'IA, par exemple, ou à des usages où il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Les sociétés qui sont derrière ne sont pas des sociétés, les fondations ne font rien, il n'y a aucun projet tangible, il n'y a pas de partenariat, il ne se passe rien. En théorie, tu fais rien avec du rien. Si tu avais une société en bourse ou un projet immobilier qui te dit, alors c'est simple, tu vois un désert, je vais rien construire sur le désert, donc je vais le laisser flat, mais je vais te vendre des parcelles 1 million d'euros le mètre carré. Forcément, ça marche pas. Et je prévois rien, il n'y a rien. En plus, tu peux rien construire, c'est pas stable. Il y fait trop chaud, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Voilà. Mais bon, on va quand même essayer. Et tu sais quoi, avec un bon coup de marketing, ça va marcher. Ça me rappelle un petit projet d'ailleurs du Middle East. En fait, c'est un peu ça, la long tail crypto. Donc, aujourd'hui, dans les 70 cryptos qu'on propose, je pense qu'il y a des projets qui sont majoritairement intéressants. Je pense que le marché va comme on dit en anglais, narrowed. Il va se concentrer et on va voir apparaître de nouveaux tokens. Si des gens veulent essayer de faire de l'argent, qu'ils essayent. J'aimerais bien savoir si, honnêtement, ils sont capables d'être en face de ce micro dans 1 an, 2 ans ou 3 ans et de me dire j'ai gagné de l'argent. Peut-être qu'ils ont fait un coup spéculatif sur un Dirac, qui consiste à dire ils ont profité d'une mèche pour gagner beaucoup d'argent. Mais je pense que c'est comme au loto, il y en a pas beaucoup qui gagnent. Exactement. Et beaucoup qui perdent. D'ailleurs, tu as parlé un petit peu de bourse. C'est vrai que si on fait un parallèle, moi j'aime bien faire des parallèles avec un univers qu'on connaît tous généralement un petit peu mieux. Finalement, en France, on parle du CAC 40. Le CAC 40, c'est 40 valeurs. Hein, et quand même, quand on demande à un épargnant français standard, il va sortir des actions bien connues. Il va parler de LVMH, de Total, des actions du CAC 40. Et il ne va pas sortir tellement plus loin. Donc finalement, j'ai envie de dire, entre 40 actions majeures françaises et le fait que vous proposiez 70 cryptos, c'est déjà pas si mal. Je crois. Je pense qu'il faut surtout être capable de proposer des services sur ces cryptos, des produits de rendement, des solutions pertinentes pour éventuellement utiliser des protocoles de DeFi pour pouvoir faire travailler ta crypto, l'utiliser comme moyen de paiement, l'utiliser comme moyen comme investir, l'utiliser comme collatéral. Ça me semble très pertinent. Je pense que parmi les projets existants, il y en a certains qui il va avoir toujours un remplacement. C'est-à-dire, même s'il y a énormément de projets qui n'ont aucun sous-jacent, c'est pas le cas de tous les projets. Il y a quand même quelques projets qui, chaque année, aujourd'hui, l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, naîtront et seront des super projets. Mais le nombre de ces projets sera toujours très limité. Et c'est illusoire de penser qu'il y a des milliers de projets chaque année qui peuvent créer énormément de valeur. On crée de la valeur sur rien. Donc, on ne construit pas une tour sur du sable. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est vrai qu'il y a quand même souvent, même comme partout en finance, des modes, des phénomènes de tendance. Si on regarde dans l'univers crypto, on a quand même eu les NFT en 2021, où on l'a bien vu, ça a fait un gros pchit à un moment. En 2024, c'est vrai qu'on parlait beaucoup des meme coins que tu as évoqués. En 2025, beaucoup moins. Est-ce que actuellement, tu vois un petit peu quelle serait pour toi la tendance, mais surtout aussi les cryptos qui sont là pour durer? Tu as parlé un peu des RWA. Est-ce que tu vois d'autres choses ou tu as certains projets qui sont pas inintéressants, RWA, Ondo ou autres. Bon, je pense que bien sûr, Bitcoin a sa place. Je pense que tout ce qui permet de créer des layers d'infrastructures pour la finance décentralisée, la tokenisation,
Donc on pense notamment à Arbitrum, Solana, Ethereum, sont des projets qui sont très, très pertinents. Il y a certains projets qui surfent aussi sur des tendances peut-être un petit peu plus, en effet, buzzy, comme l'IA et autres. Il y a quand même quelques projets qui sont pas à jeter et qui sont pertinents aussi dans cet univers. Il y a bien sûr les stablecoins, même si c'est des valeurs qui, par définition, sont stables. Il y a peut-être quelques memcoins quand même qui pourraient trouver leurs usages, notamment pour des paiements. C'est pas impossible que quand même quelques projets qui sortent, mais il n'y en a pas 4000 qui vont sortir. C'est sûr. Ok. Et les tokens associés aussi aux plateformes de finances décentralisées. Je pense que là, il y a des... Oui, du AAV, par exemple. Je pense à AAV, je pense à Uniswap. Assez incontournable sur le marché, avec quand même une assez forte utilisation. Peut-être Morpho demain. Autre question qui est d'intérêt pour un investisseur, la crypto chez CoinHouse, ça va être disponible à partir de quel minimum d'investissement? Ça serait un premier point. Et aussi, peut-être nous dire, même si on a une ébauche avec ton introduction, est-ce que vous avez des profils types de clients un petit peu que vous servez? Alors, à partir de 20 €, j'espère que d'ici le mois de septembre-octobre 2025, donc dans quelques semaines, on sera capable d'être à 5 €, le minimum. Ok. Voire peut-être même un peu moins. Alors, c'est pas tant pour l'investissement one shot, mais plutôt pour l'investissement récurrent, que ça peut être intéressant d'investir des montants plus petits. Et aussi par rapport à l'usage des paiements. C'est un point qui est important, on en reparlera peut-être. Mais il va y avoir un fort développement des paiements utilisant la crypto. Et donc, il faut être capable aussi de gérer des petites valeurs pour le paiement. Il n'y a pas que des achats à 100 balles, mais tu peux avoir aussi des achats à quelques euros. Donc, ça fait partie en fait des éléments qui sont importants. Les profils d'investisseurs, il y en a de deux grandes catégories. Il y a les entreprises d'un côté. Et puis, il y a donc, ce sont essentiellement des PME chez nous. Okay. On a une base de clients qui est assez similaire à celle de Conto. Donc, si vous avez un compte chez Conto, vous devriez avoir un compte chez CoinHouse. On a à peu près les mêmes types de clients. Vous avez fait un partenariat. Oui, on a fait un partenariat il y a quelques années qui reste... il est assez peu poussé. C'est dommage d'ailleurs. Mais en fait, il existe naturellement. Voilà. On a naturellement des clients de Conto qui viennent nous voir. Et naturellement, nos clients ont aussi... alors on propose un compte euro à nos clients. C'est-à-dire qu'on a, comme Revolut, comme N26, un vrai compte euro avec un IBAN sur lequel tu peux, en tant qu'entreprise, l'utiliser pour payer des factures, recevoir de l'argent. Et à titre particulier, tu peux faire de même. Donc ça, c'est un service qui est un tout petit peu concurrent à celui de Conto ou des néobanques. Mais bien évidemment, notre service est très loin de la qualité d'un Conto ou autre. Donc, c'est vraiment un complément. C'est un complément. Et du coup, ça va être des PME qui cherchent à placer leur trésorerie en crypto. En fait, il y a une grosse thématique autour des Bitcoin Company. Il y a plein d'entreprises qui, partout dans le monde, ont annoncé qu'elles possédaient des cryptos et certaines en ont fait même leur pure stratégie. Stratégie d'ailleurs, MicroStrategy. Oui. Maintenant, Stratégie ne fait que ça, achète des bitcoins et se valorise ainsi. Et c'est son futur selon son PDG. Donc, il n'y a pas forcément des bitcoin compagnies dans tous nos clients, mais il y a des gens qui mettent de la crypto dans leur trésorerie en diversification de patrimoine. Il y a pas mal aussi d'entreprises qui l'utilisent comme moyen de paiement. Donc là, elles utilisent des stablecoins, parfois de l'Ethereum, pour aller payer des factures à l'international, pour régler des fournisseurs, pour encaisser aussi des paiements en crypto, là où c'est beaucoup plus simple que d'encaisser des paiements fiat. Donc on a un usage qui se développe des paiements et des flux financiers crypto auprès des PME et des ETI, beaucoup moins auprès des particuliers. Et ensuite, on a les particuliers, on a deux grandes catégories de particuliers. On a une clientèle un peu historique que l'on aime beaucoup, qui est, je dirais, la clientèle premium, c'est-à-dire des investisseurs, des gens qui ont généralement du patrimoine. Souvent, le patrimoine, c'est
j'ai déjà de l'immobilier, j'ai déjà des comptes titres, assurance vie. Je diversifie parce que quand tu as déjà tous ces actifs-là, tu vas pas mettre tes œufs dans le même panier. Et puis, à un moment, il faut aussi trouver des produits qui ont des rendements un peu différents. Donc, tu vas chercher du risque-rendement qui n'est pas le même. Typiquement, la crypto, c'est un bon couple risque-rendement intéressant. Et pour diversifier, c'est très bien. Donc, c'est une clientèle un petit peu plus âgée. On va être dans les 40 ans et plus, qui va donc mettre des tickets chez nous de plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire même plus, et qui va être très friand de l'un de nos abonnements. Je parlais de nos abonnements. On a en gros 3 façons d'être client de CoinHouse. Compte gratuit, tu te débrouilles tout seul, tu es autonome. Compte investisseur, tu payes un tout petit peu, 9 € par mois, et tu as accès à du contenu et des avantages. Compte gestion privée, tu as accès à un chargé de compte. Et tu as plein d'avantages supplémentaires. Notamment, tu as cette fois 8 000 € par mois où tu n'as pas de frais. Tu as un bilan fiscal qui t'est offert et tu as surtout un chargé de compte qui est associé à ta gestion. Un peu comme ton conseiller en gestion de patrimoine classique. Où tu dire un peu le banquier privé de la crypto. C'est ton banquier privé. Alors, on ne fait que le conseil sur la crypto. Et c'est marrant parce que d'ailleurs, certains de nos clients nous demandent des conseils sur d'autres produits. Et ça marche bien. On a 1700 clients dans cette catégorie. Ça représente un tiers de nos volumes, de nos fonds et de nos volumes. C'est beaucoup. Et ça, c'est souvent des gens qui sont soit des entreprises avec des entrepreneurs, soit des particuliers qui ont peu de temps ou qui veulent du conseil. Ils ont l'habitude d'avoir des gens qui font pour eux. Ouais, d'accord. Ils veulent pas passer des opérations. Ils veulent qu'on gère pour eux. Ils veulent qu'on les conseille, qu'on leur dise, voilà, là maintenant, c'est le moment d'arbitrer tes bitcoins et de prendre plus d'Ethereum. Tu as trop de bitcoins, tu n'as pas assez d'Ether. C'est le moment de swapper une partie de tes cryptos. Tu as fait trop de gains, protège-toi. C'est le moment d'aller sur tel type de crypto, c'est le moment de sortir de tel crypto, etc. etc. Donc, tu as vraiment une approche un peu plus patrimoniale. Ça, c'est très prisé par les gens. C'est un abonnement qu'on vend environ 700 € par an pour les particuliers et un peu plus de 900 € pour les entreprises. Et ça, c'est une partie très successful de notre clientèle. Et ensuite, on a tout un tas d'autres clients. Donc, ça va du jeune qui a 18 ans jusqu'à la personne bien plus âgée qui se débrouille tout seul ou qui, en tout cas, se sert des services de CoinHouse. Certains sont multiplateformes. On le voit parce que quand tu retires tes fonds avec la Travel Rule, qui est une règle qui a été mise en place au niveau international, tu dois dire vers quelle plateforme tu fais partir les fonds ou depuis quelle plateforme. Donc, on voit bien que nos clients, ils utilisent aussi du Coinbase, du Binance, parfois du Kraken et nous. D'accord. Donc, ils sont multiplateformes. Moi, je le suis parce que je teste les différentes plateformes. En fait, la réalité, c'est que les clients nouveaux sont plutôt monoplateformes. Je dirais que les clients qui ont moins de 2 ans d'existence dans la crypto sont plutôt des monoplateformes. Les clients anciens, parce que nous, on a des clients qui sont de 2016, très peu de 2015, mais on en a de 2016, 2017, 2018, 2019 qui sont toujours actifs. Et ces clients-là, ils sont souvent pluriplateformes. Mais ils continuent à nous utiliser. On a 30% de notre chiffre d'affaires à date qui est fait sur les clients de 2025. Et ensuite, c'est quasiment ISO sur toutes les années. Donc, on doit avoir 12-13% des clients du chiffre d'affaires qui est fait sur les clients de 2024, 12-13% qui est fait sur les clients de 2023, etc. etc. Ok. Tu as parlé un petit peu des stablecoins comme étant parmi les actifs numériques qui sont là pour durer. Quand j'avais Bitvavo à mon micro, ils ont beaucoup insisté sur les stablecoins et l'aspect très français qui sont que le fait de pouvoir swapper ces cryptos contre des stablecoins est très demandé parce que ça permet un report d'imposition. En revanche, ça, c'est pas forcément proposé par toutes les plateformes. Est-ce que ça fait partie des services que vous proposez De base, depuis 2020. Et en fait, Bitvavo, que je connais bien, ne le propose pas. Et plein de plateformes, notamment allemandes, ne le proposent pas parce qu'aux Pays-Bas, en Allemagne,
il n'y a pas en fait de fiscalité différente selon que tu que tu échanges tes cryptos contre un stablecoin ou que tu l'échanges contre une monnaie fiduciaire, de l'euro. En fait, c'est pareil. Donc, tu payes ta fiscalité de la même façon et leur fiscalité est différente. Donc, en réalité, les gens n'ont pas réellement d'intérêt. Ils swappent en monnaie fiduciaire et puis ils continuent à rester en monnaie fiduciaire. Et puis, quand ils veulent revenir, ils reviennent. Moi, je trouve que c'est pas très pratique, la monnaie fiduciaire, de swapper en euros parce que, alors nous, on propose un compte euro. Donc, l'avantage, c'est que si tu devais le faire avec notre compte euro, tu vends tes bitcoins, tu mets les euros sur ton compte euro, tu veux les réutiliser, comme ils sont sur ton compte euro, tu peux les réutiliser immédiatement. Ce qui fait que, par exemple, si tu veux vendre tes bitcoins un samedi soir, tu les mets sur le compte euro quelques minutes après, le dimanche matin, tu as envie d'acheter autre chose, tu peux utiliser tes bitcoins. Si jamais tu es sur une plateforme qui t'envoie l'argent à l'extérieur, bah déjà, il va falloir 2 ou 3 jours avant que l'argent arrive sur ton compte bancaire. Et ensuite, toi, il va falloir que tu réutilises soit une carte bancaire, mais ce qui coûte beaucoup plus cher, soit que tu fasses revenir l'argent. Donc, tu vas perdre un délai de plusieurs jours à cause des virements bancaires. Et même en virement instantané, ça fonctionne pas si bien que ça. Donc, la réalité, c'est que c'est quand même beaucoup plus pratique avec les stablecoins. Donc, nous, aujourd'hui, on a un seul stablecoin qui est l'USDC, qui est le seul régulé dollar européen. Et il y en a un de la Société Générale, mais c'est le plus gros, et on va faire venir des stablecoins euros. Et l'avantage en fait de ces stablecoins, c'est que si tu veux réutiliser la monnaie, tu peux tout de suite le faire. Bon. Et t'as pas de délai, tu peux éventuellement la transférer. Donc moi je trouve que c'est quand même hyper pratique. Et des plateformes comme Bitvavo ou d'autres ne proposent pas du tout. Bitvavo, ils le proposent un peu, mais ils sont obligés, effectivement, comme tu dis, comme c'est pas natif aux Pays-Bas, ils sont obligés de rajouter. Mais ils ont plein de frais. En fait, ils te prennent des frais sur les cryptos. Ils te disent qu'ils te prennent très peu de frais, mais en fait, ils prennent des montants minimum par crypto. Et quand tu regardes, alors, si je te dis, je te prends 0,0001 bitcoin en frais, tu vas me dire, c'est rien. Ouais, mais le bitcoin est à 100 000. Quand tu multiplies, ça fait 8 euros ou 9 euros. C'est énorme. Donc, la réalité, c'est ça, c'est faire toujours attention à la lecture. Il y a beaucoup de gens qui essayent d'entuber les autres en essayant de camoufler. Il y a du spread sur les plateformes, il y en a sur la nôtre aussi, faut pas se cacher, il y en a sur toutes les plateformes. Mais des plateformes comme ça rajoutent énormément de spread et des frais cachés qui sont liés à des montants minimums payés en crypto. Quand tu prends certaines plateformes comme Bitpanda, quand tu veux faire une conversion crypto to crypto, on va t'exprimer un cours de Bitcoin en link, par exemple. Est-ce que tu sais traduire combien 0,1 Bitcoin fait en link? Le chiffre va être insupportable. Mais tu peux pas le lire, tu peux pas savoir. Donc tu peux pas recalculer les frais. Tu sais pas, c'est hyper compliqué. C'est comme ça que ces plateformes arrivent à gagner beaucoup plus d'argent que ce qu'on le croit. C'est pas transparent. Nous, il y a des frais, il y a un peu de spread, mais au moins c'est clair. Ok. Les stablecoins, on va dire au-delà de cet aspect fiscal en France qui est quand même intéressant. Il y a eu beaucoup d'actualités dernièrement avec par exemple le Genius Act qui a été adopté aux États-Unis, qui donne quand même un cadre très clair sur les stablecoins. Ça a été adopté en juillet 2025. Après, il y a aussi beaucoup de grandes banques américaines comme JP Morgan qui parlent depuis un petit moment maintenant de projets autour des stablecoins, du fait qu'ils voulaient l'utiliser de plus en plus. Par rapport à toute cette tendance, quel est un peu ton point de vue, ta lecture? Est-ce que tu penses qu'effectivement les stablecoins vont continuer à être de plus en plus utilisés? Dans quel cas d'usage? Alors, je pense que les États-Unis ont marqué avec l'ère Trump 2 une volonté de peser dans l'échiquier crypto. C'était pas du tout le cas en fait avant sous Biden. Aujourd'hui, c'est plus qu'évident. On le voit à travers les actes qui sont passés. Ils veulent faire aussi de leurs règles, des règles internationales. Pourquoi ils veulent pousser les stablecoins? Alors, si tu gardes que le prisme et tu mets ton casque trading, ça n'a pas énormément d'intérêt parce que tu n'as pas besoin d'avoir 25 stablecoins si tu veux trader. Alors certains, en matière de fiscalité, tu n'en as pas besoin parce que la fiscalité est la même entre le dollar et les stablecoins, autant prendre du dollar. Et puis de toute façon, il suffit d'un stablecoin, tu swaps, et puis après, si tu as besoin, tu reswaps. Tu n'as pas besoin de 25 stablecoins. Donc, en fait, l'usage des stablecoins n'a un intérêt que par les paiements. Que parce que cette fois, contrairement à Bitcoin ou à d'autres valeurs sur lesquelles
certes, tu peux acheter des biens avec, mais c'est plutôt une très mauvaise idée de payer avec quelque chose qui peut s'apprécier. Tu risques en fait de perdre une énorme opportunité de gain. Et puis de base, tu utilises ce qui a le moins de valeur pour pouvoir payer quelque chose. Puisque payer, c'est te désenrichir quelque part. Tu vas te donner quelque chose, autant que tu donnes ce qui a le moins de valeur pour pouvoir obtenir quelque chose. Donc, ne paye pas avec Bitcoin, mais paye avec des stablecoins qui sont adossés au dollar ou adossés à un panier de devises. Cet usage, les États-Unis veulent le développer. D'abord, parce qu'aujourd'hui, autour des stablecoins, tu as la capacité d'aller investir dans des bons du trésor américains. C'est ce que proposent en France des boîtes comme Spyco, mais ce que va proposer des Hondo ou d'autres types d'acteurs qui te permettent d'aller placer tes dollars via des stablecoins dans des bons du trésor et obtenir du rendement. Ça veut dire que maintenant, les créanciers américains, ça peut être toi et moi. Et comme chacun le sait, les Américains sont des gros consommateurs de dettes. Ils ont besoin de s'endetter, ils ont une politique d'endettement, ils ont besoin de diversifier la nature en fait de leurs créanciers. Et typiquement, obtenir des investisseurs différents qui peuvent accéder facilement à leurs dettes, c'est quelque chose qui est bénéfique selon eux. Donc, il y a déjà cette possibilité. Ensuite, pas mal d'entreprises américaines voient dans l'usage des stablecoins une forte capacité à pouvoir développer des nouveaux services, à pouvoir continuer à faire rayonner le dollar partout dans le monde de façon beaucoup plus simple. Parfois, le dollar n'est pas si simple à accéder. Il y a certains pays qui peuvent bloquer. Tu as du contrôle de change, etc. Quand tu as des stablecoins qui circulent de wallet à wallet, tu peux accéder. Super simple, super rapide. L'idée d'ailleurs du projet Diem Libra de Facebook il y a quelques années, c'était en 2018, c'était de permettre via WhatsApp à n'importe qui d'accéder à un wallet dont le Diem serait une monnaie adossée au dollar, au franc suisse, à l'euro et puis au yen. Donc ça permettait à des gens qui sont dans des pays où la monnaie est très peu stable, où la banque n'est pas forcément fiable et où la bancarisation n'est pas élevée, donc certains pays africains par exemple, de pouvoir avoir accès à une monnaie depuis leur application. Chacun utilise un téléphone, tout le monde va utiliser les applications de Facebook et Meta. Ça veut dire que ta banque, ça devient Meta. C'est-à-dire que finalement, ton argent, il est plus à ta banque, il est plus dans le pays, il est auprès d'une entreprise américaine. Donc tu vois bien que c'est une façon aussi de gérer, de continuer cette souveraineté américaine ou cette domination américaine par la tech et par l'innovation. Donc c'est pour ça que c'est poussé. Et alors l'Europe a fait encore du grand n'importe quoi. Ils ont proposé des lancements de stablecoin, mais monnaie digitale de banque centrale. Alors, ils sont revenus sur leurs idées d'utiliser des blockchains privées pour maintenant essayer de partir sur des blockchains publiques, mais avec un projet qui est construit de façon complètement différente et qui est complètement à côté de la plaque. Au niveau des investisseurs, moi j'en vois quand même pas mal passer aussi sur notre forum qui sont pas forcément très à l'aise, on va dire, avec le côté crypto, voire même certains qui se font arnaquer parce que justement ils y connaissent très peu et en revanche ils voient un rendement et donc ils se font un petit peu avoir. Donc voilà, par rapport au fait qu'il y ait pas mal de gens qui sont quand même assez néophytes, qui connaissent pas très bien, c'est quoi un peu l'approche de CoinHouse et ce que vous proposez pour permettre de contrecarrer cela et protéger les investisseurs? Justement, comme je te le disais tout à l'heure, on a 3 types de comptes. Le compte normal, tu crées ton compte, il est gratuit, tu n'as rien à payer, tu accèdes au service, tu peux te débrouiller tout seul. Tu prends le pack investisseur, c'est 9 € par mois et tu peux avoir accès à du contenu, à un service client prioritaire. Dans ce contenu, tu as toutes les semaines une analyse du marché, un descriptif de ce que sont les cryptos, des éléments de pédagogie et le vendredi, un live que tu peux réécouter en replay sur lequel tu peux poser des questions qui va couvrir à la fois les actualités du marché, te parler des cryptos qui fonctionnent, répondre aux questions des gens, enfin des conditions de marché, des cryptos qui performent, de celles qui ne performent pas, et donc de te permettre de t'éduquer.
c'est 9 € par mois, tu es en sécurité totale. Tu as ton compte chez CoinHouse, tes cryptos chez CoinHouse, elles sont sécurisées, elles sont garanties. Tu as accès à du contenu et de la pédagogie. Tu as en plus 0% de frais jusqu'à 3 000 €. Donc, si tu veux démarrer, tu vas mettre quelques milliers d'euros. Et nous, on conseille plutôt d'étaler tes investissements. En gros, tu vas payer quasiment pas de frais pour 9 € par mois. C'est quoi? C'est le prix d'un Perrier. Okay. Enfin, c'est pas bon le Perrier maintenant, mais c'est le prix d'un Coca Zéro. Ok, donc ça permet effectivement d'agir, d'investir avec un acteur régulier et puis d'avoir toute cette pédagogie pour monter en compétences progressivement. Ok. Un des autres services quand même que je trouve intéressant, moi que j'utilise parce que je suis plutôt sur les positions au moins moyen-long terme sur les cryptos, c'est tout ce qui va être staking, lending, tout ce qui permet un peu de générer du rendement avec ces cryptos. Est-ce que c'est quelque chose que vous proposez chez CoinHouse? On propose du staking depuis 2 ans maintenant et on le propose sur une dizaine de cryptos. Donc Ethereum, bien sûr. On a Solana, Avax, on a Polkadot et tout un tas d'autres cryptos sur lesquels on va proposer des rendements qui vont de... au jour où je parle, là où je parle, aux alentours, je pense de peut-être 2,5% pour les plus faibles jusqu'à 12-13% pour les meilleurs rendements. Ça dépend en fait des protocoles. Ça dépend du rendement qui est distribué par le réseau. Gros avantage chez nous, c'est que si tu prends un compte investisseur, ces rendements sont boostés, donc tu as un meilleur rendement. Autre gros avantage, les taux de rendement que l'on te donne sont fixes, garantis. C'est-à-dire si on te dit 2,5, c'est 2,5 que tu vas toucher. Il y a plein de plateformes qui te donnent un taux, mais c'est un taux indicatif. Ensuite, elles te servent le taux de réseau plus leur coût. Enfin, plutôt moins leur coût. Et donc, la réalité, c'est que elle t'annonce du 2,5, mais en réalité, tu vas plutôt toucher moins, par exemple. Donc, notre taux est plutôt bien disant. Alors, il est moins bon sur certaines cryptos, meilleur sur d'autres. Il faut regarder, il faut que les gens fassent. Mais globalement, il y a souvent un peu de différence entre les plateformes. Mais globalement, en fait, il est tout à fait dans le top, on va dire le top quartile. Et pour certaines cryptos, il est même meilleur. Je crois que sur NIR, on était devant, par exemple. Même sur Solana, je pense qu'on était devant toutes les autres plateformes selon notre propre benchmark. Tous les mois, on revoit tous les benchmarks. Donc, voilà. Et ensuite, c'est très transparent. Tu touches tes intérêts tous les jours. Et si tu veux déstaker, ensuite, tu as la période de log qui s'applique. Nous, on applique en revanche les périodes de log. Donc, si le réseau te dit que tu as 30 jours pour toucher tes cryptos, tu les touches dans 30 jours. Okay. Alors, on réplique ce que le réseau dit. Ok, très clair. Il y a aussi un point fiscalité que j'aimerais aborder. Surtout, en plus, tu as expliqué que vous avez quand même certains clients plutôt patrimoniaux avec pas mal d'argent. Donc forcément, ça implique aussi de devoir gérer pas mal de choses d'un point de vue fiscalité. Et on sait que côté crypto, c'est pas toujours facile. Qu'est-ce que vous proposez à ce niveau-là? On a 2 partenaires, Conta Crypto et Waltio. Okay. Conta Crypto plutôt pour les PME, Waltio plutôt pour les particuliers. Si tu prends le pack, cette fois, gestion privée, donc le pack le plus cher, celui qui t'amène vraiment sur un conseiller, on inclut dedans un bilan d'investissement qui te permet d'avoir ton bilan fiscal en fait qui t'est proposé. C'est hyper pratique, notamment pour les entreprises. Et on fait généralement 2 ou 3 fois par an des webinaires avec des avocats fiscalistes. On le fait notamment avec Bruzo Dubuc. On le fait de temps en temps. Donc, c'est un cabinet qui est très connu en matière de fiscalité, un cabinet d'avocats. Il fait juridique et fiscal. Et puis, on le fait aussi avec certains de ses partenaires. On l'a fait aussi avec le cabinet Orwell, dans lequel on va t'expliquer quelle est la fiscalité crypto, te mettre à jour des changements, parce qu'avec la loi de finances, en fait, ça change tout le temps. On va t'expliquer avec un petit module comment tu peux calculer ta fiscalité. Bref, on va t'aider. Voilà. Ok. Ça, c'est très, très, très différent de ce que fait un Bitvavo qui connaît rien au marché français, de ce que fait un Bitpanda qui est présent dans 15 pays, de ce que fait Coinbase qui, de toute façon, est présent partout et sait pas gérer ce genre de service. Donc, c'est là vraiment où tu vois la différence entre un acteur
français qui est là depuis 10 ans, qui est plutôt haut de gamme et qui connaît ses clients et qui connaît les spécificités du marché, et des acteurs internationaux qui traitent aussi bien des Vietnamiens que des Américains, et puis un bout de français de temps en temps, sans avoir de service client ni de compréhension même de nos particularités. Ok. On a déjà abordé pas mal de thématiques, donc on va arriver un peu vers la fin. J'aimerais bien quand même ouvrir sur... tu peux nous dire un peu quelle est la vision de Coin House à moyen long terme, et puis aussi si vous avez des projets dans votre besace avec des nouveautés, des choses qui arriveraient, sur lesquelles vous travaillez. Alors, il y a plein de... Bon, la vision, c'est de devenir un acteur pan-européen. On le fera pas sans doute seul. Je pense que si on veut se développer aux Pays-Bas, si on veut se développer en Allemagne, si on veut se développer en Italie, en Espagne, il faudra sans doute faire des partenariats, voire se rapprocher, faire des acquisitions avec des acteurs locaux. Alors, pas avec des grosses plateformes, mais avec des acteurs qui sont comme nous. Nous, on est le leader français, on est le plus gros. Parmi les plateformes françaises, on est le plus gros. Dans les autres pays, il y a aussi des acteurs locaux qui ont la plus grosse part de marché, qui font le plus de chiffre d'affaires. Il y a peut-être des choses assez intéressantes à faire avec ces gens-là, et ça peut permettre de créer un acteur assez intéressant qui va à la fois travailler sa clientèle en local, mais aussi avoir des synergies au niveau international et commencer à pouvoir être plus compétitif et proposer des solutions européennes alternatives à des Coinbase ou à d'autres. Donc, il y a un développement stratégique, à mon avis, autour de cette expansion. Il y a un développement dans les services. Je crois que le crypto trading va profondément changer. Je le redis, je crois que la long tail crypto, donc ces milliers, voire dizaines de milliers de cryptos dans lesquels aujourd'hui certains cherchent à investir, peuvent peut-être encore créer certaines opportunités pour certains, je ne le nie pas, mais je pense qu'à terme, c'est mort. Ça vaudra zéro et les gens vont perdre leur argent complètement. Et je pense que ces cryptos vont disparaître. Pour autant, le marché crypto est pas mort. Il ne va pas rester que Bitcoin. Parce que s'il reste que Bitcoin, le marché crypto est complètement mort aussi. Il faut une infrastructure, il faut des usages et des services. Je pense que des nouvelles types de crypto, d'actifs tokenisés vont arriver. Et qu'on va se transformer et qu'on va nous proposer des produits financiers différents. Peut-être que demain, on aura des assurances-vie tokenisées, peut-être qu'on aura des produits financiers tokenisés, peut-être qu'on proposera de la dette, comme c'est le cas aujourd'hui, d'entreprises et non plus d'État. Je crois qu'il y a des choses très passionnantes qui vont arriver. On va commencer à travailler sur la transformation des produits financiers en utilisant vraiment la technologie blockchain. Aujourd'hui, la capacité de ce que propose la blockchain et la tokenisation est très peu utilisée. Certains projets autour de la DeFi l'exploitent bien, mais ils sont peu nombreux. On n'utilise pas encore la puissance. Il n'y a pas encore eu la grande réunion, le grand soir entre la finance et toute sa complexité et le monde token, le monde des cryptos. Mais je parle plus là de technologie. Quand on mixe les deux, nécessairement, il y a tout un tas de cryptos qui disparaissent et il y a des nouveaux projets qui apparaissent. Et pour ça, il va falloir des nouvelles plateformes. C'est là où on veut aller. Et il y a un troisième usage qui me semble pertinent, je l'ai dit, c'est que utiliser des cryptos pour payer, aujourd'hui, en France, en Europe, ça peut ne pas avoir trop de sens. Dans plein d'autres pays, ça en a déjà beaucoup. Mais demain, en fait, ça peut en avoir du sens dès lors que les commerçants commencent à équiper en wallet. Toi, tu commences à avoir ton application CoinHouse qui te donne finalement un wallet équivalent à ton wallet euro dans ta banque Revolut ou BNP ou Société Générale, que tu touches ton salaire en stablecoin ou que tu le convertis en stablecoin et que tu peux faire du paiement wallet to wallet. Aujourd'hui, quand tu sors ta carte ou tu payes avec ta carte digitalisée dans un magasin, ça reste un flux extrêmement traditionnel. Même si c'est digital, même si c'est du NFC, même si ta carte elle est embarquée dans ton téléphone et c'est de l'Apple Pay, il n'en reste pas moins que tu as ta banque d'un côté, la banque du marchand, et entre les deux, tu vas avoir un peu d'Apple, un peu de Mastercard ou de Visa, des opérations bancaires. Ton flux, il va coûter au global entre 0,2 et plus d'1,5 à 2% selon l'opérateur, le processing, etc., voire même plus quand tu es dans des pays étrangers. Le marchand, il va toucher son argent que dans 1, 2, 3 ou 4 jours.
Il peut avoir des chargebacks, tu peux faire opposition, il y a plein de trucs. Aujourd'hui, tu fais un paiement wallet to wallet, ça prend en théorie que quelques secondes à quelques minutes et il n'y a pas d'intermédiaire. Ça, c'est assez intéressant. Alors, c'est super intéressant quand tu veux envoyer de l'argent à ton gamin qui est en vacances en Australie et pour lequel, si tu dois lui envoyer de l'argent, ça va être hyper compliqué, te coûter très cher et ça va arriver dans une semaine. Alors que si te donne son wallet, qui c'est samedi soir à minuit, tu peux lui envoyer $100, il les recevra quelques minutes après, il pourra les échanger en local, dans une banque, dans un coin house local, il pourra les utiliser peut-être pour payer et faire des choses. Ça, c'est un vrai usage. Maintenant, des gamins en Australie avec toi en France, ça n'arrive pas si souvent. Mais quand tu penses, par exemple, à toute la diaspora, les gens qui ont des familles en Afrique, dans les dom-toms, partout dans le monde et qui doivent envoyer de l'argent, les entreprises, elles ont des fournisseurs qui sont partout dans le monde. Donc, en réalité, l'usage, il existe déjà aujourd'hui. Donc, ça va se multiplier, mais même l'usage de toi à moi, ça s'appelle un Lydia. Mais Lydia, au final, ça reste du bancaire à bancaire. C'est-à-dire, ça te donne l'impression que c'est simple, parce que l'usage, et ils ont très bien fait, est simple, mais derrière le flux, il ne est pas simple du tout. Derrière ce processing, tu as soit l'opérateur télécom qui prend, soit de toute façon, tu as un truc de banque à banque ou avec ta carte. Ça coûte du pognon, c'est pas efficace. De wallet à wallet, c'est efficace. Donc, je pense que l'avenir, il est là. Et on est au début de cela. Une chose est certaine, c'est que si ce que je dis est vrai, c'est qu'il faudra des nouveaux acteurs. Il faudra des nouvelles banques. Parce que, bien évidemment, tu vas pas gérer ton argent, toi, tout seul dans ton coin et faire des transferts comme ça et être ta seule banque. Des gens qui voudraient faire ça, il y en a, mais c'est extrêmement risqué. Tu peux te prendre un flingue sur la tempe et qu'est-ce qui t'arrive? Donc, il te faut des acteurs de confiance. Donc, je pense qu'il va falloir réinventer les métiers de la banque 3.0. C'est une banque qui manipule des tokens. C'est une banque qui manipule et qui est compatible avec ces nouveaux usages, qui a proposé de nouveaux usages aux gens. C'est une crypto-banque. Ça n'existe pas encore. Nous, on veut l'être. Ok. Ouais, parce que c'est vrai que moi, si on évoque les services, par exemple, de la DeFi, voilà, moi, je les teste, j'utilise, mais ça reste quand même assez compliqué. Et c'est vrai qu'il y a encore besoin d'une couche, on va dire, pour simplifier tout ça. J'adore Morpho, etc. Mais va juste tape Morpho, tu arrives sur la page, c'est en anglais. Tu vois Steakhouse Financial, machin, truc de la curation, des pools, des vaults. Mais ça veut dire quoi? T'es payé en Morpho token plus en ce truc. Ok, mais c'est quoi le Morpho token? Comment tu le récupères, etc. C'est quoi un slashing? Enfin, puis si tu perds ton pognon, tu perds ton pognon. Et on va te dire, c'est la DeFi. En plus, c'est pas régulé MiCA, donc circuler, il n'y a rien à voir. Donc, ça, oui, ça marche toujours pour les 0,1% des gens qui à nouveau démontent des motos et les remontent, fabriquent des ordinateurs à 12 ans. Oui, c'est cool. Seulement, le quidam de base, il ne le fait pas. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de servir tout le monde. Les geeks, ils ont besoin de personne. Donc, CoinHouse en Europe, qui simplifie les services DeFi et les services tokenisés dans le paiement, et qui va favoriser les paiements pour tout le monde. Ok. Voilà. Cool. Bah écoute, hâte de voir ça. On a peut-être une petite dernière question un peu traditionnelle dans Entretien Cash. On va sortir cette fois-ci du milieu crypto. Justement, si on arrête de parler de cette thématique, voilà, chez Financero, nous on parle de tous les types de placements. Est-ce que en dehors du milieu crypto, il y a un type de placement que tu adores ou un placement que tu rêverais de faire prochainement où tu aimerais franchir le pas, quoi? Alors, moi, j'aime bien les entreprises. C'était mon métier aussi d'investir dans des boîtes. Donc, l'investissement dans les entreprises, c'est le truc qui me passionne le plus. Pas forcément des boîtes de tech. Ça peut être aussi acheter un hôtel, acheter un restaurant. Ça peut vraiment m'intéresser. Donc, moi, j'aime bien ces investissements tangibles dans des projets, dans de la création, des trucs où tu as du chiffre d'affaires qui tourne, etc. Plus que parfois l'immobilier qui peut être un petit peu boring, même si ça peut être intéressant quand c'est brut, ou parfois des actions qui sont franchement très boring. Donc oui, première grande thématique. Je suis très curieux. On avait fait une série, on avait tourné
un épisode l'année dernière qui s'appelle Montre-moi tes investissements. On a été chercher 5 ou 6 catégories d'investisseurs qui investissent justement dans des sujets très différents alternatifs. Les gens qui sont dans les montres, dans du vin, dans des sneakers et qui, parce qu'ils ont souvent fait vivre ça avec leur passion, sont du coup devenus aussi de très bons investisseurs. On gagnait beaucoup d'argent en collectionnant et en achetant au bon moment des éléments. Moi, je trouve ça assez intéressant. Je sais pas trop si j'irais sur tel type d'actif ou autre, ou tel type de collectible, comme on dit, mais ça attire fortement ma curiosité. Ok. Bah, effectivement, ça fait partie des thématiques que je traite sur Financero. Et oui, le vin, les montres, l'art, souvent il y a un petit supplément d'âme, on va dire, et c'est assez, ça permet d'allier passion et investissement. Ok, super cool. Bah écoute, franchement, merci beaucoup Nicolas de t'être prêté à l'exercice. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Donc on arrive au terme de cet entretien. Moi, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas, et puis aussi à poser vos questions en commentaire si jamais vous avez d'autres questions sur CoinHouse ou des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on creuse. On y répondra. N'hésitez pas aussi à nous dire si Nicolas vous a donné envie d'investir en crypto franchissez le pas avec CoinHouse si vous êtes, comme vous l'avez compris, quelqu'un qui est aussi nouveau dans le domaine, qui a besoin d'accéder à pas mal de services, en plus un acteur français. Voilà, moi j'ai toujours ce côté un petit peu made in France. Ça fait plaisir, je trouve, d'avoir encore un bel acteur français dans le secteur de la crypto. Donc franchement, si ce n'est pas encore le cas et que la thématique vous intéresse, et encore une fois fait du sens d'un point de vue patrimonial, franchement, n'hésitez pas à vous lancer. Pensez aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube, histoire de voir aussi de ne pas rater les prochains épisodes d'Entretien Cash. Et puis sinon, on se retrouve sur financero.fr avec l'ensemble de nos articles et comparatifs. Allez, ciao, ciao. Ciao, merci beaucoup.